L'objectif de ce webinaire est d'essayer de vous présenter la manière dont l'Agence française anticorruption voit son activité de contrôle et donc pour vous donner quelques pistes, je dirais, de réflexion et de préparation par rapport à cette éventualité qui peut être lourde de conséquences. Donc dans le schéma, enfin la chronologie que je vous propose, le plan que je vous propose, c'est d'abord de recontextualiser un tout petit peu la loi Sapin 2, ensuite d'évoquer rapidement la charte des devoirs et des droits des parties au contrôle, d'évoquer avec vous le périmètre de ces contrôles et de vous dire exactement en quoi consistent ces contrôles, voilà, pour pouvoir échanger ensuite sur ces sujets dans le dernier quart d'heure qui nous restera. Donc comme vous le savez, la loi Sapin 2 est une loi qui a été publiée donc, le 9 décembre 2016, entrée en vigueur le 1er juin 2017, et ce dispositif s'appuie sur 8 obligations auxquelles les entreprises assujetties doivent impérativement se conformer. Dans le cadre de cette loi, une innovation majeure qui est la création de l'Agence française anticorruption, qui est donc une nouvelle autorité de tutelle qui fait suite au service central de prévention de la corruption. Nouvelle autorité de tutelle qui a été créée pour conseiller, contrôler les entreprises et éventuellement engager des sanctions en cas de non-conformité. Donc ce webinaire a clairement pour objectif d'attirer votre attention sur la mission de contrôle de l'Agence française anticorruption. Donc rappel préliminaire sur le contexte de la loi. Vous savez peut-être pas, je ne sais pas, le contexte international qui était assez fort déjà depuis fin des années 70 avec la convention de l'OCDE sur la corruption d'agents publics étrangers, une convention que la France a signée dès 97 et qu'il a transposée en 2000 donc en droit français, mais cette convention n'a jamais, selon l'OCDE et selon beaucoup d'observateurs, donné lieu à une application réellement, je dirais, motivée et concrète en France. Donc il y a ce contexte international que l'on peut également, je dirais, appuyer avec quelques exemples aussi dus au FCPA, donc au Foreign Corruption Prevention Act des États-Unis, qui était quand même de 77 également, qui est un acte fort et qui impose aux sociétés donc travaillant sur le marché américain ou travaillant en devise dollar d'être assujettis à une réglementation extrêmement forte qui peut aboutir à un certain nombre de sanctions, dont voici quelques exemples. Technip qui en 2010 a été quand même condamné à de fortes sanctions, tout comme Alcatel-Lucent et Alstom. Vous voyez, les montants sont loin d'être anodins. Et ces montants, ces sanctions pécuniaires alimentent finalement le département de la justice américaine. Une alimentation, je dirais, budgétaire bienvenue pour le département de la justice et que le gouvernement français, je pense, dont il a voulu s'inspirer en tout cas également pour son propre budget en matière de lutte anticorruption. Donc, le contexte international assez fort, veuillez m'excuser. Un contexte national également assez, je dirais, assez coercitif. Pourquoi ? Parce que ce contexte national fait que la France faisait depuis de nombreuses années finalement l'objet de critiques récurrentes de la part d'organisations internationales. On peut penser également aux commentaires et à l'évaluation, à l'indice de perception de la corruption établi par l'association Transparency International, qui place la France quand même au 26e rang des pays les plus ou les moins corrompus selon le point de vue auquel on se place. Donc clairement, le gouvernement, enfin le législateur français a voulu replacer la lutte anticorruption au cœur de ses préoccupations face à la pression internationale, mais face aussi, je dirais, à une pression aussi nationale avec, je dirais, que les citoyens ne supportent plus finalement ces actes de corruption qui foisonnent et dont l'actualité se fait régulièrement le relais.
Donc le périmètre de la loi, je passe très rapidement là-dessus. Le périmètre de la loi, clairement, est un périmètre qui vise à la fois les dirigeants, donc dirigeants d'entreprises de 500 salariés ou plus, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros consolidés groupe. Nous reviendrons rapidement sur ces notions-là. Elle vise les sociétés civiles ou commerciales, les établissements publics industriels et commerciaux, et puis aussi un certain nombre d'établissements, enfin d'administrations, mais dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, compte tenu de l'audience plutôt du domaine de l'assurance. Et puis enfin, donc, les rôles de l'Agence française anticorruption. Donc l'Agence française anticorruption, finalement, a un rôle assez prégnant, avec un double rattachement économie et justice, avec un pouvoir de supervision, d'investigation, un pouvoir de sanction, et puis une saisine de dénonciation. Donc, pour rappel également, très rapidement, sur les sanctions judiciaires administratives pour, je dirais, réappuyer sur les impacts forts d'une non-conformité à la loi Sapin 2 pour les entreprises qui y sont assujetties. Donc les sanctions administratives, on peut évoquer évidemment sur un simple défaut de prévention, ce qui est quand même une nouveauté, je dirais, en matière de sanctions. Le simple défaut de ne pas mettre en œuvre le dispositif de prévention de la corruption dans vos entités, fait peser quand même sur vos entreprises des peines assez fortes, 200 000 € pour un dirigeant, 1 million d'euros pour la personne morale. Cela quand même peut, je dirais, vous inciter à déférer à cette loi. Avec une supervision, donc il y a une idée de monitoring aussi fortement inspirée du FCPA qui a été mis en place, qui peut quand même durer jusqu'à 5 ans. Donc pendant 5 ans, vous pouvez faire l'objet d'un contrôle et d'un suivi de la part de l'AFA pour la mise en conformité de vos dispositifs. Et puis également une obstruction. Alors obstruction, si vous vous opposez à un contrôle de l'AFA, vous mettez quand même en situation un petit peu compliquée, puisque vous encourez une peine d'1 an de prison et de 50 000 € d'amende. Je passe rapidement. Alors la convention judiciaire d'intérêt public également, avec un fort impact, puisque cela peut monter jusqu'à 30% de votre chiffre d'affaires mondial consolidé moyen sur les 3 dernières années, donc des chiffres potentiellement assez importants, et des sanctions judiciaires, puisque n'oublions pas que la corruption est une infraction pénale lourdement réprimandée, notamment en cas de corruption d'un agent public. Donc très rapidement, la charte des devoirs. L'Agence française anticorruption a beaucoup communiqué depuis sa mise en place, et notamment communiqué sur la façon dont elle souhaite travailler, sur les recommandations, nous allons y revenir, et sur finalement le cadre dans lequel elle souhaite que ses contrôles et son action se déroulent. Donc très rapidement sur la charte en quelques mots, cette charte est un document que vous pouvez télécharger sur le site du ministère de l'économie, dans la partie évidemment qui concerne l'Agence française anticorruption, et qui va déployer un certain nombre de dispositifs, qui va déterminer qui fait l'objet du contrôle, quelles sont les personnes habilitées à faire le contrôle, qui va également évoquer la partie organisationnelle, comment serez-vous contrôlé sur pièce, sur place, avec la délivrance d'un rapport de contrôle, que ce rapport peut vous être soumis pour observation, et qu'à l'issue de ce rapport définitif, vous pouvez faire, le cas échéant, l'objet d'une sanction devant la commission des sanctions. Et cette charte va également poser quelques droits et devoirs, tant pour les agents en charge du contrôle que pour vous, entreprises assujetties. Donc pour entrer, je dirais, rapidement dans le vif du sujet, puisque nous avons pris un petit peu de retard, quel est le périmètre des contrôles? Alors, quel est le périmètre des contrôles? Ce matin, nous évoquons particulièrement l'article 17, donc, qui vise les sociétés civiles commerciales et les EPIC, et non l'article 3 qui vise plus particulièrement les administrations.
Donc ces contrôles visent évidemment les sociétés dont vous faites partie. Je vous rappelle, je l'ai déjà dit en introduction, qu'il y a des seuils quantitatifs cumulatifs. Pour être assujetti à cette réglementation, il faut que votre entreprise ait un effectif au dernier exercice de votre activité de 500 salariés minimum et que votre chiffre d'affaires soit d'au moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. L'AFA va stipuler un certain nombre de moyens de calculer ces effectifs, de calculer le chiffre d'affaires. Elle le précise en fait dans un certain nombre de documents que vous pouvez trouver encore sur son site, en spécifiant également la notion de groupe, parce que la notion de groupe est également très importante dans cette réglementation. Et donc, vous devez de prendre en compte le fait que vous êtes peut-être une maison mère ou peut-être que vous êtes une filiale d'un groupe plus important. Et donc, tout cela rentre bien évidemment dans vos calculs d'effectifs et de chiffre d'affaires. Le siège social, bien évidemment, doit être en France. Et sur la notion de groupe, donc la notion de groupe, vous la retrouvez finalement, l'Agence française anticorruption se repose sur l'article L233.1 du Code de commerce, qui dit que lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre, la seconde est considérée pour l'application du présent chapitre comme filiale de la première. Et que le chiffre d'affaires consolidé, je vous donne quand même rapidement cette petite définition également de l'article R233.7 du Code de commerce, qui dit que le chiffre d'affaires consolidé est égal au montant des ventes de produits et services liés aux activités courantes de l'ensemble constitué par les sociétés consolidées par intégration, et qu'il est évalué au dernier exercice. Je ne peux pas évidemment rentrer dans tous les détails de calcul et de comment dirais-je, d'identification de la notion de groupe. On pourrait y revenir peut-être dans vos questions. Sachez que sur ces sujets-là, l'AFA donc a rédigé, a pris la peine un petit peu à l'aune de la CPR, a rédigé un certain nombre, donc encore une fois, de recommandations, de documents qui spécifient de manière assez précise ce qu'est un groupe et la manière dont vous devez finalement appliquer la loi Sapin 2 en fonction de la composition de votre groupe. Alors, quels contrôles ? Les contrôles sont importants. Voici quelques chiffres un petit peu, je dirais, parlants. L'AFA a standardisé un petit peu son approche de contrôle en éditant un document qui recense finalement l'ensemble des questions qu'elle peut vous poser à l'occasion d'un contrôle. Ce document donc est composé finalement de 11 thématiques, 163 questions, sachez-le, c'est très lourd, et potentiellement on peut vous demander jusqu'à 54 pièces. Et vous allez voir, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail très rapidement sur ce que peuvent être ces pièces. Le premier, je dirais, et j'anticipe un peu sur la conclusion, le premier conseil que je peux vous donner est de vous préparer, si vous êtes vraiment dans la cible de cette loi Sapin 2, préparez-vous à un éventuel contrôle, parce que ce contrôle est long, il est extrêmement exigeant et va vous demander une charge de travail extrêmement importante. Alors évidemment, sur ces 11 thématiques, on retrouve les 8 obligations réglementaires évoquées précédemment et évoquées en introduction, mais bien d'autres également, d'autres sujets. Donc pour entrer et vous donner un peu une idée finalement concrète de ce que peuvent être ces questions, vous allez voir que dans ces 11 thématiques, le poids des thématiques est assez différent et peut-être parfois un peu perturbant. Mais en premier lieu, l'entité contrôlée. L'AFA va d'abord s'intéresser évidemment à qui vous êtes, quelle est votre société. Et cela passe par la collecte de documents, par des questions que l'AFA peut poser, je vous le rappelle, dans son pouvoir de contrôle. L'AFA peut interroger tout collaborateur de l'entreprise et peut se faire remettre tout document. Il dispose d'un droit de communication. Ce n'est pas un droit de perquisition, mais un droit de communication des documents qui l'intéressent dans le cadre de son évaluation de votre conformité anticorruption.
Donc la première thématique, c'est l'entité contrôlée, et l'étude approfondie commence déjà assez fort avec voilà, une 27 questions assez lourdes. Je vous en donne quelques exemples rapidement. Évidemment, l'AFA va vous demander qui vous êtes, quels sont vos statuts, faites-vous partie d'un groupe, dans ce groupe ou dans cette entreprise, si vous ne faites pas partie d'un groupe, quel est votre chiffre d'affaires et votre effectif, évidemment, première question à connaître. Va vous demander la communication de rapports d'activité des trois derniers exercices comptables. Va vous demander l'identité de vos principaux actionnaires. Sachant qu'un principal actionnaire pour l'AFA est un actionnaire qui détient au moins 25% de votre capital. Mais l'AFA va également vous demander la liste de vos 10 principaux clients, fournisseurs ou intermédiaires. Donc il s'intéresse non seulement à la structure de votre société et à son activité, mais va aller beaucoup plus loin en requérant de votre part la liste de vos clients, voire des personnes politiquement exposées que vous auriez identifiées et qui seraient en relation avec vous. Donc cette entité vraiment, cette partie dédiée à l'entité contrôlée, déjà est vraiment importante, peut paraître basique dans les questions qui sont posées, peut-être sauf sur l'aspect communication de données clients, mais va assez loin en tout cas dans les exigences de l'AFA en matière de connaissance finalement de votre structure. Deuxième thématique, c'est la présentation du service conformité. L'AFA s'intéresse évidemment à qui est en charge de mettre en œuvre le dispositif anticorruption, mais non seulement qui est en charge de le faire, mais quelles sont les ressources qui lui sont allouées. Quelles sont les ressources matérielles, humaines, financières allouées à la mise en place de ce dispositif anticorruption. Quelle en est sa gouvernance ? Elle va vous demander un organigramme détaillé, voire nominatif, et elle va chercher à comprendre également le positionnement de ce service conformité dans votre organisation, afin de déterminer, le cas échéant, quel est son degré d'indépendance, ce qui est important en matière de service de conformité. Troisième point, l'engagement de l'instance dirigeante. Vous l'avez peut-être vu dans le texte même de la loi. L'AFA et le législateur a fortement insisté sur le fait que les dirigeants de l'entreprise doivent affirmer clairement leur volonté de se mettre en conformité avec ce dispositif anticorruption et d'engager finalement toutes les ressources de l'entreprise dans cette démarche. Donc de la même manière, l'AFA est susceptible de vous demander comment ces engagements se matérialisent-ils. Est-ce qu'il y a eu une approbation formelle du dispositif anticorruption? Est-ce que l'un de vos dirigeants a préfacé votre code de conduite? Est-ce qu'il y a eu, ne serait-ce qu'une vidéo peut-être partagée par tous les collaborateurs mettant en scène donc votre dirigeant qui appuie sur les valeurs de l'entreprise et sur la nécessité que tous s'engagent dans la mise en conformité? Cela peut aller très loin. L'Agence française anticorruption, à chaque fois qu'elle vous pose une question, comme je vous le disais précédemment, 163 questions, 54 documents en tout cas clairement demandés dans le document qui décrit cette approche standardisée. Mais m'est avis que quasiment toute question requiert une documentation et une justification. Le code de conduite, je pense que le temps m'est compté. Le code de conduite, évidemment au cœur de ce dispositif, avec une dizaine de questions. Et de la même manière, l'AFA va chercher à savoir déjà, est-ce qu'il existe un code de conduite? Question, je dirais, basique. Par qui a-t-il été élaboré? Est-ce qu'il a un contenu spécifique à la prévention de la corruption ou est-ce qu'il s'intègre dans un dispositif éthique, déontologique plus large? Comment avez-vous communiqué sur ce code de conduite? Est-ce que ça a été fait par Internet, par un avenant au contrat de travail? Enfin voilà, voyez un petit peu la manière et le contenu intéressant l'AFA sur ce sujet-là. Il vous demandera à chaque fois finalement de justifier toutes les réponses que vous voudrez bien leur faire. Quant au dispositif d'alerte également, existe-t-il un dispositif d'alerte? Comment a-t-il été mis en place?
Combien d'alertes avez-vous eu à ce jour? Est-ce que vous avez eu des alertes? Combien d'alertes avez-vous eu à ce jour? Comment garantissez-vous la confidentialité de l'alerte et la protection du lanceur d'alerte? Est-ce que ce dispositif fait l'objet aussi d'une communication particulière auprès de l'ensemble des salariés? Est-ce qu'il repose sur un système d'information particulier? À ce moment-là, vous aurez aussi une question finalement afférente qui va être de décrire en fait à la fois quel système vous utilisez, quelles en sont les caractéristiques techniques. Donc, il peut y avoir aussi une dimension technique dans vos échanges avec l'AFA sur ce sujet. Quant à la cartographie des risques, évidemment au cœur de la mise en conformité. De la même manière, voilà, est-ce que cette cartographie existe? Est-elle à jour? Comment a-t-elle été, je dirais, forgée? Qui a été responsable de l'élaboration de cette cartographie? Qui valide, signe, hiérarchise, priorise les différents points de vulnérabilité éventuellement constatés, qui va piloter les plans de remédiation pour, je dirais, transformer le risque brut de corruption en risque net. Voilà, toutes ces questions sur la cartographie des risques. Et encore, malheureusement, par le temps, bien sûr, je suis obligé de vous décrire très brièvement ces questions. Les 6 autres, je dirais, thématiques, 5 autres thématiques que nous retrouvons ici, c'est l'évaluation des tiers, qui tient aussi particulièrement à cœur, je pense, à l'AFA, qui insiste assez fortement sur la nécessité vraiment de maîtriser le risque lié aux tiers. Donc je vous rappelle que les tiers peuvent être à la fois clients, partenaires, intermédiaires, prestataires, toute personne extérieure à l'entreprise. Donc sur l'évaluation des tiers, de la même manière, existe-t-il un dispositif? À partir de quel document? À partir de quelle information finalement vous évaluez ces tiers? Comment évaluez-vous le risque lié aux tiers? À partir de quelle méthodologie vous vous appuyez pour le faire? Quelles sont les diligences finalement que vous allez effectuer en fonction des risques identifiés? À savoir donc là on se rapproche évidemment de certaines notions liées plus à la lutte anti-blanchiment sur l'entrée en relation, mais les points communs sont nombreux entre la lutte anti-corruption et la lutte anti-blanchiment. Et puis finalement, comment sont traités les dossiers non conformes? Existe-t-il un processus de dérogation? Peut-être avez-vous prévu un processus de dérogation à l'évaluation d'un tiers qui présenterait un risque moyen ou avancé pour une raison qui vous est propre. Mais il faudra bien évidemment pouvoir la justifier pleinement. En ce qui concerne les procédures comptables, de la même manière, vous devrez être en mesure de justifier à la fois votre organisation comptable, les moyens mis en œuvre sur ces aspects comptables et sur les contrôles finalement que vous allez dérouler sur ces opérations. Et quand je parle moyens, ce sont à chaque fois des moyens humains et des moyens financiers. Quels sont les systèmes que vous utilisez? Est-ce que ces systèmes prévoient une séparation des tâches? Est-ce qu'elle permet de détecter des opérations manuelles, d'opérations automatiques? Bon, là, sur le sujet des contrôles comptables, l'AFA n'a pas forcément fait des recommandations extrêmement précises à l'occasion des recommandations publiées en fin d'année dernière. Il s'agit de contrôles, je dirais, finalement assez standards en matière de contrôle interne et plus liés à une optique de détection de la fraude. Mais sachez quand même toujours garder en mémoire l'optique, enfin la recherche de prévention de la corruption dans vos contrôles comptables. Elle peut également vous demander à quel type de fraude interne ou externe vous avez été confronté ces derniers mois et quel plan vous avez mis en œuvre pour remédier au risque de fraude. Autre point, la formation. Donc clairement, la formation est également un sujet au cœur de la réforme, puisque le législateur a voulu que l'ensemble finalement des collaborateurs des entreprises assujetties à la loi soient clairement formés au risque de corruption. Alors on a parlé au tout départ de collaborateurs qui sont plus, je dirais, plus à risque dans l'entreprise, mais finalement
Ce qui transparaît dans les recommandations de l'AFA, c'est que tous les collaborateurs doivent être sensibilisés au sujet. Et donc, sur le sujet formation, l'AFA va vous demander également de savoir qui est en charge de la formation, comment le plan de formation a-t-il été construit, avec quel objectif pédagogique, quelles méthodologies ont été utilisées, et de pouvoir, le cas échéant, prouver que vous avez suivi, que vos collaborateurs ont suivi une formation anticorruption. Enfin, pas tout à fait enfin, le autre point, avant-dernier point, sur le régime disciplinaire, donc autre obligation de la loi, sur laquelle l'AFA va également vous questionner et vous demander un certain nombre de justificatifs. Donc la première question, c'est existe-t-il un régime disciplinaire finalement spécifique sanctionnant la corruption et le trafic d'influence dans vos entités? Sous quelle forme? Est-ce que vous avez des documents qui viennent à l'appui de votre réponse? Quelles sont les modalités de diffusion du régime disciplinaire? Est-ce qu'il y a un registre de sanctions disciplinaires? Enfin voilà, c'est pour vous donner encore une fois une idée de la multitude d'interrogations et de précisions que l'AFA peut vous demander pour appuyer son contrôle et évaluer finalement votre degré non seulement de maturité, mais vraiment de conformité à ces attendus. Et puis enfin, le dispositif de contrôle et d'évaluation qui, dans l'entreprise, est en charge des contrôles de deuxième et de troisième niveau. Quels sont les moyens, encore une fois, financiers, matériels et humains mis en œuvre pour assurer le contrôle du dispositif anticorruption? Donc il faudra que vous présentiez, si c'est le cas, si vous avez un service d'audit interne, l'AFA s'intéressera à la manière dont votre service d'audit interne travaille, quels sont ses moyens, et voire même s'intéressera au parcours universitaire et professionnel de vos auditeurs, pour vous dire que ça va finalement assez loin. Comment et par qui est établi le plan de contrôle de troisième niveau? C'est aussi une question à laquelle il faut, le cas échéant, s'interroger. Donc voilà, sur ce qu'il faut, en tout cas sur le contenu que je voulais partager avec vous, qui est un contenu forcément un petit peu dense, compte tenu du temps qui nous est imparti. Je vous invite clairement à consulter le site de l'AFA, sur lequel il y a nombre de documentations qui reprennent grandement ce que je vous ai partagé ce matin. Pour conclure, si vous voulez, sur ce qu'il faut, selon moi, en retenir, c'est que clairement, l'AFA a une approche assez standardisée de ses contrôles, que cette structuration de son approche vous impose à vous, finalement aussi, de vous structurer en conséquence et de vous y préparer. Les questions sont multiples, elles sont précises, et elle vous appelle quasi systématiquement à documenter vos réponses. Donc, il faut vous préparer et mettre à jour de façon permanente, finalement, votre dispositif anticorruption et tout ce qui peut justifier de votre conformité. Cela demande évidemment de la rigueur, de l'exhaustivité, mais surtout, dernier conseil, de garder une posture positive, parce que finalement ce contrôle, même s'il s'agit bien évidemment d'une contrainte d'une autorité de tutelle, doit rester malgré tout une chance. Pourquoi une chance ? Eh bien parce que ces contrôles, enfin la mise en conformité avec la loi Sapin 2 est quand même une opportunité finalement d'intégrer votre entreprise dans une démarche, je dirais, d'amélioration continue, si je peux dire ça comme ça, notamment sur vos processus de contrôle interne et de gestion du risque d'une manière générale. C'est la chance de revoir et de corriger peut-être certains modes de fonctionnement inscrits dans certaines cultures d'entreprise où des usages dorénavant ne doivent plus avoir cours. Et cette chance, c'est la chance aussi de s'affirmer à terme comme une entreprise responsable, éthique, et finalement susciter la confiance et renouveler la confiance avec vos partenaires, vos actionnaires et vos clients. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et donc nous pouvons dorénavant passer aux questions, si vous le souhaitez. Il y en a déjà quelques-unes. Alors, pourquoi le législateur a fixé un seuil aussi élevé de 500 salariés et plus de 100 millions de chiffre d'affaires? C'est une bonne question à laquelle, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre. N'ayant pas participé aux travaux préparatoires, il est vrai que ces seuils sont particulièrement importants.
et que finalement la corruption peut toucher tout type d'entreprise et toute activité. C'est un choix que je ne peux malheureusement pas vous expliquer. De fait, les cibles, enfin les entreprises cibles de la loi Sapin 2 sont au nombre, je crois, de 1800 en France, ce qui est quand même assez peu compte tenu du nombre d'entités économiques agissant sur le territoire national. Je suis désolé, je ne sais pas qui m'a posé la question, mais je ne peux pas vous répondre de manière très, très claire. Donc, deuxième question. Alors, excusez-moi, mais je n'arrive pas à vous lire. Une agence peut-elle se retrouver condamnée simultanément? Non, excusez-moi. Je suis désolé, j'ai un petit souci. Alors, oui, c'est ça, une agence peut-elle se retrouver condamnée simultanément par l'agence française et une agence étrangère. Alors, oui, la question qui m'est posée, c'est savoir si finalement une entreprise peut être condamnée à une double peine par l'AFA et par éventuellement une autorité étrangère. Le principe de départ de la loi Sapin 2, c'est de lui avoir accordé un principe excusez-moi, j'ai du mal à articuler, d'extraterritorialité, qui fait que la loi française s'applique systématiquement à une entreprise assujettie, quoi qu'il arrive, à moins que la législation d'un pays étranger dans lequel les faits de corruption auraient pu être découverts soit plus forte. Donc l'Agence française anticorruption, clairement, s'impose comme étant la seule autorité de tutelle. Maintenant, on le voit dans une convention judiciaire d'intérêt public, je crois que c'était avec sauf erreur de ma part, la Société Générale il y a quelques mois, où il y a eu un partage finalement des sanctions entre le DOJ, le département de la justice américaine, et l'AFA. Mais le principe de départ, c'est quand même que, le principe de cette loi Sapin 2 est d'avoir mis en place un dispositif de contrôle de supervision pour contrebalancer les éventuelles actions d'autorités étrangères et que cela puisse profiter à la France et non pas aux États-Unis. D'autres questions ? Ah, les exemples des premiers slides. Alors, je vais y revenir. Je vais y revenir tout de suite. C'est de ceux-ci dont vous parlez, Mathilde B, je crois. D'accord. Alors effectivement, ces exemples qui sont déjà anciens et qui sont des exemples de condamnation donc subie par ces entreprises au titre du FCPA. Ce sont des exemples clairement de corruption internationale. Si je reprends par exemple l'exemple d'Alcatel-Lucent, ça date donc de 2010. Et la compagnie en fait avait versé des pots de vin à plusieurs fonctionnaires afin de remporter des contrats de plusieurs dizaines de millions de dollars au Costa Rica, au Honduras, en Malaisie et à Taïwan. Et donc, à la suite de ces versements, Alcatel-Lucent avait dégagé 48 millions de dollars de bénéfices. Elle a été condamnée finalement à 137 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites engagées pour corruption. Donc, un peu à l'aune de la Convention judiciaire d'intérêt public, donc dorénavant en vigueur en France, qui n'est pas une reconnaissance de culpabilité, en tout cas en France, mais qui permet une transaction moyennant finance pour mettre fin à des poursuites judiciaires. Et donc, pour revenir à Alcatel-Lucent, finalement, la moitié des 48 millions de dollars gagnés, je dirais, en bénéfice au titre de suite à cet acte de corruption, la moitié de cette somme provenait de 3 contrats qui avaient un montant de 300 millions de dollars. D'où finalement l'échelle de la sanction de 137 millions de dollars, qui est assez cohérente aussi avec l'échelle de sanctions française, où l'on veut finalement sanctionner très fortement lorsque le gain a été particulièrement important. Alstom, que s'est-il passé à Alstom? Donc ça date de 2014. Les autorités américaines avaient infligé une amende record de 772 millions de dollars.
parce qu'elle était accusée de corruption dans plusieurs pays, et notamment en Indonésie. Alors je crois que le fabricant, en fait, qui est le fabricant des TGV, avait reconnu que certains de ses responsables avaient versé des pots de vin à des officiels, donc en Indonésie, mais également en Égypte, en Arabie Saoudite, aux Bahamas, à Taïwan, pour remporter des contrats. Et donc au total, il a fallu que Alstom verse 772 millions de dollars. Avez-vous d'autres questions? Pardon. J'en oublie la webcam parfois. Alors, quel est le dispositif de formation recommandé par l'agence? Alors, en ce qui concerne les recommandations de l'agence, ces recommandations peuvent être à la fois très détaillées, mais pas forcément précises dans la façon, dans le mode opératoire que vous devez suivre. Tout ce que l'agence réclame et tout ce que la loi réclame, c'est que vos collaborateurs soient formés à votre alors déjà, je dirais, sur la loi elle-même, sur l'existence de la loi et sur le risque de corruption dans l'entreprise, mais surtout au dispositif que vous avez vous-même déployé chez vous. Pour que chaque collaborateur puisse, en cas de, je dirais à la fois en cas de besoin d'alerte, qu'il puisse savoir à qui s'adresser, mais peut-être déjà en amont, d'avoir conscience de ce qu'est la corruption. Beaucoup de collaborateurs ne savent pas ce que c'est que la corruption, ou peuvent minimiser peut-être certains usages courants, notamment dans certaines pratiques commerciales, qui fait que les collaborateurs n'ont pas conscience finalement de l'impact de leurs actes. Donc c'est surtout à ce titre-là que l'Agence française anticorruption et que la loi impose que vous formiez vos collaborateurs. Il faut qu'il y ait une sorte d'acculturation anticorruption dans les entreprises françaises pour assainir certaines pratiques déviantes. Maintenant, sur la façon de déployer un dispositif de formation, l'AFA ne va pas vous donner véritablement de guide. Elle ne va pas vous dire exactement ce qu'il faut faire. Par contre, elle viendra vérifier ce que vous avez fait et comment vous l'avez fait. Et si elle estime que que votre dispositif de formation a été suffisamment adapté à votre activité, à votre environnement économique, est-ce qu'il a été suffisamment adapté pour que les collaborateurs se l'approprient? Comme en matière de lab. Exactement. Exactement. D'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Le dispositif de formation. Oui. Donc peut-être juste pour terminer effectivement sur l'aspect formation, former vos collaborateurs. Déjà, la première question à vous poser, Sylvie qui me posiez la question, est-ce que dans votre entreprise, le dispositif anticorruption est déployé? Avez-vous un dispositif d'alerte? Avez-vous un code de conduite? Êtes-vous déjà sur la voie de la conformité? En fonction de l'avancement aussi de votre démarche conformité anticorruption, vous pouvez déployer une formation interne qui s'appuie sur votre cartographie des risques, parce que vous aurez identifié des risques particuliers liés à vos métiers spécifiques, sur votre code de conduite, parce qu'on peut parler de code de conduite, mais ce n'est pas le vôtre. Donc c'est vraiment, la formation doit s'appuyer sur la réalité de votre entreprise. Pour les grandes sociétés d'assurance, pour les sociétés d'assurance, l'AFA ne fait aucune recommandation. Il n'y a pas de spécificité, si vous voulez, en matière de corruption dans le monde de l'assurance. Reprenez la définition de la corruption, qui veut grosso modo que vous fassiez ou vous absteniez de faire en échange d'un avantage indu, quelque chose que vous n'auriez pas fait si vous n'aviez pas eu cette contrepartie. Donc cela touche aussi bien les compagnies d'assurance que les e-commerçants, et dans des dimensions très simples. Je vous donne un exemple rapide.
Vous devez renouveler votre parc informatique, par exemple. C'est à l'occasion d'un changement d'un contrat, par exemple d'envergure tel que celui-ci, que le risque de corruption peut potentiellement exister, mais n'est pas forcément lié à vos activités d'assurance et de gestion de sinistres. Dernière question. Deux dernières questions. Donc, les différents superviseurs communiquent-ils ensemble, ACPR, CNIL, AFA, AMF? Alors, l'ACPR et l'AMF, nous le savons déjà, puisque, si mes souvenirs sont exacts, ça doit dater d'il y a un an et demi, 2 ans, ils ont même émis des lignes directrices en matière de lutte anti-blanchiment, des lignes directrices communes AMF-ACPR. La CNIL, je ne pense pas, ne doit pas communiquer avec l'AFA. Après, l'AFA a un pouvoir, encore une fois, d'alerte aussi auprès de l'autorité judiciaire. Je ne suis pas certain que l'AFA aille piocher dans les fichiers de la CNIL. Non, ça, je ne pense pas du tout. Est-ce que la loi Sapin 2 pourra-t-elle empêcher l'ingérence américaine? Ça risque d'être effectivement assez compliqué, mais c'est en tout cas l'objectif de la loi Sapin 2, eh bien de contrer, sans parler d'ingérence, en tout cas de contrer les autorités américaines sur ces sujets-là. Les Américains ont au moins compris plusieurs choses, qui est d'abord de mettre en œuvre réellement une législation ultra contraignante pour vraiment limiter le risque de corruption, mais si la corruption est avérée et que sanctions il doit y avoir, cela remplit les caisses du département de la justice américaine. Donc je pense que comment dirais-je, les autorités françaises ont tout intérêt aussi à s'inscrire dans cette démarche. Les secteurs les plus sensibles et visés par l'AFA. Quels sont les secteurs les plus sensibles visés par l'AFA? L'AFA est censée... alors, vous le savez, l'AFA a engagé ses contrôles seulement en octobre 2017. Donc c'est extrêmement récent. Dans le rapport, parce qu'elle édite un rapport annuel qui est paru là à l'été, elle fait état de 6 contrôles sur 2017. 6 contrôles, dont une administration, donc 5 sociétés privées et une administration. Sur ces contrôles, en fait, ce que je voulais vous dire par rapport aux contrôles, c'est que l'AFA est censée établir une sorte de planning, enfin de plan pluriannuel de contrôle. Maintenant, nous ne sommes pas dans les petits secrets de l'AFA quant aux cibles qu'elle privilégierait pour ces contrôles. Il paraît assez naturel, de la même manière qu'en matière de lutte anti-blanchiment, que les risques peuvent être plus prégnants dans des domaines tels que l'énergie, le bâtiment, la construction, peut-être plus que dans les assurances. Cela n'engage que moi. Mais voilà, il y a des domaines quand même d'activité qui sont plus risqués, et puis des zones à risque aussi. Si votre implantation à l'international est plus implantée dans des zones considérées comme étant à risque, à savoir quand même d'une manière générale l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, vous pouvez peut-être être dans un scope plus visé par l'AFA. Voilà, nous en avons terminé. J'espère que ce webinaire vous aura un petit peu éclairé sur ce que l'on attend de vous, enfin ce que l'on attend de vous en tout cas, sur ce que vous êtes susceptible de devoir expliciter et fournir à l'Agence française anticorruption en cas de contrôle. Évidemment, je ne vous souhaite pas le contrôle, mais soyez prêts, préparez-vous, et avec une volonté vraiment de collaboration avec l'Agence française anticorruption, qui encore une fois est un organisme qui contrôle, qui sanctionne, mais qui est aussi là pour conseiller, et que vous pouvez joindre aussi dans la mise en œuvre de vos dispositifs pour demander leur soutien et leur appui. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.